Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours complet sur l'HTML5, un cours pensé pour les débutants, mais aussi pour tous ceux qui veulent des bases solides et professionnelles en HTML. À la fin de ce cours, vous serez capable de créer la structure complète de n'importe quelle page web, une structure accessible et prête pour les CSS et les JavaScript. Avant de coder, il faut comprendre ce qu'on fait. Pour cela, on va se poser une question très simple. Sur quoi repose le web? Le web repose sur trois technologies principales, à savoir l'HTML, le CSS et le JavaScript. L'HTML permet de construire la structure de la page web, tout simplement l'organisation ou soit l'hierarchie de la page web. Le CSS permet de faire le design de la page et le JavaScript permet de mettre de l'interactivité si notre page web ou soit tout simplement le JavaScript permet de définir les comportements de notre page web. Dans ces cours, on va se concentrer uniquement sur l'HTML, le langage de balisage qui nous permet de définir ou soit de créer la structure de la page web. Le terme HTML signifie Hypertext Markup Language. Ce n'est pas un langage de programmation, mais un langage de balisage. Ici, vous allez voir que tout ce que vous allez utiliser comme élément pour construire votre page web, ce sont des balises. Donc, l'HTML est un langage de balisage. On a principalement deux types de balises. La balise paire et la balise orpheline. Il y a des balises paires et des balises orphelines ou soit tout simplement des balises auto-fermantes. Les balises orphelines sont encore appelées des balises auto-fermantes. Sans plus tarder, dans votre éditeur de code, ici, je vais utiliser VS Code. Je vais créer un dossier pour notre projet, ou soit un dossier pour notre apprentissage que je vais nommer HTML5 et j'ouvre ce dossier-là dans mon éditeur de code, ici, VS Code. Donc, voici le dossier HTML5 que je viens de créer. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier avec l'extension .html. Les noms, vous n'êtes pas obligé de choisir de donner le même nom que moi. Ici, je vais donner index, mais vous êtes obligé de mettre l'extension .html si vous voulez bien sûr écrire du code HTML à l'intérieur du fichier. Toute page HTML commence par une structure obligatoire qu'on va générer ici ensemble. À l'intérieur de VS Code, vous écrivez HTML 2.5 et vous aurez le code minimal ou soit la structure minimale d'une page web. N'importe quelle page web est structurée de cette manière. Ici, nous allons essayer de comprendre chaque partie de cette structure-là. Tout d'abord, on a la balise doctype HTML qui nous permet de spécifier les types de documents. Ici, c'est un document HTML. Après, on a la balise HTML avec l'attribut lang. Cet attribut qui nous permet de spécifier les langues du contenu de notre page. Ici, EN pour dire anglais, pour désigner l'anglais. Après ces deux balises, on a la partie head qui contient les informations invisibles ou soit tout simplement les métadonnées. À l'intérieur de cette partie head, on a l'encodage avec la balise
meta, la balise meta avec l'attribut chat site. Ici, ITF8. Ensuite, on a toujours la balise meta avec l'attribut name, viewport, content, width égale device width, initial skill 1.0. Ça nous permet, ça permet à votre page de s'adapter à la taille de l'appareil qui l'affiche, tout simplement. Ça permet à votre page d'être responsive. Ici, on a les titres, les titles, les titres qui se trouvent dans l'onglet. On le verra. Après, après cette partie, head, on a la partie body, la partie la plus intéressante parce que vous allez voir que toute la structure de notre page que nous allons écrire nous-mêmes se trouvera à l'intérieur de cette balise body ici. Vous allez voir que la balise body a, a- est en paire, c'est une balise paire. Voici la balise ouvrante et la balise fermante. Donc, c'est ça on appelle une balise paire. Il y a un élément de début et un élément de fin. Dans la suite de ces cours, vous allez découvrir les balises auto-fermantes ou soit les balises orphelines qui ne sont pas de cette manière-là. Maintenant, affichons du contenu. On va commencer par les titres. Lorsqu'on veut insérer ou soit mettre des titres sur notre page, il y a des balises appropriées pour cela. Tout de suite, je vous ai dit que l'HTML est un langage de balisage. Tout ce qu'on va construire à l'intérieur de notre page, nous allons utiliser des balises. Donc, ici, on commence par les titres. Donc, vous voyez ici, j'utilise H1. Les titres existent en 6 exemplaires. Les H1, c'est les plus géants, ou soit les plus grands des titres, suivi de HD, qui est encore grand, mais moins grand que le H1, suivi de H3, H3, suivi de H4, suivi de H5 et les H6. Donc, vous allez voir, je vais essayer d'afficher ces contenus-là que nous venons de créer. Ça, c'est le titre. En fonction de la grandeur de votre titre, en fonction de quelle taille vous voulez donner à votre titre, vous allez utiliser l'une de ces 6 balises qui vous convient. Donc, regardez ce qu'on vient de créer. Donc, vous voyez, le H1 est le plus grand, qui est aussi en gras. Donc, vous voyez, le H1, c'est le plus grand en fonction de est-ce que vous voulez un titre en H1, en HD, en H3, ainsi de suite. Donc, vous savez maintenant comment insérer un titre sur votre page web en utilisant les balises H. Après les balises H, qui nous sert à insérer des titres sur notre page, on va voir la balise P pour mettre du texte sur notre page web ou soit tout simplement pour mettre un paragraphe sur notre page web. Ici, la balise P également, c'est une balise paire. Il y a un élément de début, un élément de fin.
Donc ici, je peux mettre à l'intérieur n'importe quel texte. Donc là, je vais dire, je suis une page web. Donc, regardez le résultat, je suis une page web. Donc, vous pouvez, la longueur du texte que vous pouvez mettre ici est infinie. Vous pouvez mettre autant de textes que vous souhaitez. Donc, regardez, là, j'ai multiplié le texte. Regardez le résultat, tout simplement. Vous voyez, lorsque le texte est long, le texte s'affiche de la gauche vers la droite. C'est lorsqu'il n'y a pas d'espace. C'est lorsque il n'y a pas d'espace ici vers la droite qu'on a un retour à la ligne. Alors que je pouvais, par exemple, décider de, à partir d'ici, faire un retour à la ligne avant de commencer l'autre partie du texte. En ce moment, on utilise la balise BR. Par exemple, ici, je souhaite faire un retour à la ligne à partir d'ici. Donc, je me positionne là et je mets une balise auto-fermante BR. Donc, vous voyez, je mets une balise BR ici et regardez le résultat. Ça veut dire à partir d'ici, je reviens à la ligne avant de commencer l'autre partie du texte. Donc, la balise BR nous permet de faire des retours à la ligne. À chaque fois que vous voulez faire un retour à la ligne, vous mettez simplement la balise BR là-bas. Là, regardez, j'ai fait des retours à la ligne. Sinon, si vous ne mettez pas la balise BR, regardez, cette fois-ci, je vais enlever les balises BR, mais je vais écrire mon texte sur plusieurs lignes. Donc, je vais faire ici un retour à la ligne, également ici un retour à la ligne. Vous voyez, dans l'éditeur de code, j'écris le texte sur plusieurs lignes. C'est possible. Mais ce qui n'est pas possible, c'est que sur votre page, dans le navigateur, le texte ne va pas s'afficher sur plusieurs lignes. Ce n'est pas parce que dans votre code, vous êtes revenu à la ligne, vous avez écrit le texte sur plusieurs lignes qui est dans le navigateur. Tout ce texte-là à l'intérieur de la balise P va s'afficher sur plusieurs lignes. Donc regardez, le texte ne s'affiche pas sur plusieurs lignes. On fait un retour à la ligne si et seulement si il n'y a plus d'espace à droite. Si vous voulez des retours à la ligne comme ce que vous voyez ici dans l'éditeur de code, il vous faut tout simplement ajouter la balise BR à chaque fois que vous voulez faire un retour à la ligne. Donc regardez, je vais ajouter des balises BR un peu partout qui va me permettre d'avoir un texte qui ne s'affiche pas sur la même ligne, mais sur plusieurs lignes, dépendamment de ma volonté. Donc, regardez maintenant le résultat. Tous les textes s'affichent comme je veux. Je veux un retour à la ligne à partir d'ici. Donc, je place là-bas une balise BR. Donc, après ça, vous savez maintenant comment insérer du texte à l'intérieur de votre page, d'une page web. Maintenant que vous savez comment insérer du texte à l'intérieur d'une page web, il se peut que dans ce texte-là, dans ces paragraphes, vous voulez mettre en valeur certains mots ou soit certains caractères. Supposons qu'ici, je suis une page web de, je vais ajouter cette chaîne-là de Saré. Voilà, je vais ici mettre en valeur ces mots Saré. Je veux mettre ces mots Saré ici en valeur. Je vais le mettre en gras. Donc regardez, pour mettre du texte en gras, il vous suffit de l'entourer
d'entourer ces textes-là par la balise strong. Donc ici, je vais entourer, c'est-à-dire le mot Saré sera à l'intérieur de la balise strong. Regardez le résultat. Saré maintenant est en gras. Je veux avoir l'italique. Je veux avoir Saré en gras et en italique. Donc, je vais entourer tout cet ensemble-là qui est déjà en gras. Je vais le mettre en italique en utilisant la balise EM tout simplement. Regardez, donc je vais mettre tout cet ensemble-là. Tout cet ensemble-là, je vais le mettre à l'intérieur de la balise EM ici. Donc, regardez, strong avec les mots saré ici se trouve à l'intérieur de la balise EM. Donc, ça veut dire que saré sera non seulement en gras et en italique. Donc, regardez le résultat. On a un texte qui est en italique. Vous pouvez également surligner ce texte-là en utilisant la balise marque. La balise marque. Donc, regardez, ça veut dire que maintenant, tout cet ensemble-là, voilà, sera à l'intérieur de la balise marque. Et voici, on a surligné les mots saré ici, tout simplement. Il se peut également que vous voulez mettre du texte en exposant ou en indice. Ici, sur cette ligne-là, je vais mettre je suis les voilà, je suis les premiers. Donc vous savez que le premier ici, les ER, normalement, doit être en exposant. Regardez, je suis le premier. Les ER, les petits ER ici, doit être en exposant. Pour le mettre en exposant, il suffit de l'entourer par la balise sup. Donc sup. Donc votre ER ici, vous le mettez entre la balise SIP. Vous l'entourez de cette, le mettez à l'intérieur de la balise SIP et vous allez voir que les ER ici dans le texte s'affichent en exposant. De la même manière, vous pouvez mettre un élément en exposant, vous pouvez également mettre un élément en indice. Ici, je vais mettre la suite UN, la suite UN. Donc regardez, le petit n normalement est en indice. Le petit n normalement doit être en indice. Ça, les deux éléments sont sur la même ligne. Si je veux avoir le n en indice, ça, les deux éléments sont sur la même ligne. Si je veux avoir le n en indice, je vais entourer le n par la balise sub. La balise sub, tout simplement. Donc ici, je mets le n à l'intérieur de cette balise-là. Donc regardez maintenant le résultat. Le n est en indice. À ce stade-là, vous savez comment insérer des titres à l'intérieur d'une page web en fonction de la grandeur de votre titre, ce que vous souhaitez, la grandeur que vous souhaitez. Vous pouvez choisir le H1 qui est le plus grand, suivi de HD, H3, ainsi de suite jusqu'à la fin. En plus de ça, vous savez également comment insérer du texte à l'intérieur de votre page web ou soit comment insérer un paragraphe à l'intérieur de votre page web en utilisant la balise P. Et vous pouvez également mettre certains mots ou caractères en valeur en utilisant strong pour mettre les mots en gras et M pour l'italique, marque pour surligner, sub ici pour mettre un élément en exposant et sub plutôt pour mettre un élément en exposant et sub pour mettre un élément en indice. Maintenant, on va voir les liens et la navigation. Les web, c'est les liens. Les web reposent aussi sur les liens. Sans les liens, on n'aura pas de
de navigation. C'est les liens qui nous permettent de quitter d'une page à une autre tout simplement, ou soit de quitter d'une page d'un site à un autre. Ici, pour mettre en place un lien, on utilise la balise A. Cette balise A est une balise paire également. Ici, l'attribut href aura pour valeur le chemin du fichier. Le chemin, le chemin du fichier qui contient le code de la page ou soit tout simplement les liens des sites. Parce que on peut mettre un lien vers un autre site ou soit un lien interne. Ici, quand je parle de lien interne, c'est de quitter d'une page à une autre sur le même site web. Ici, regardez, je vais créer un autre fichier que je vais appeler page D, ou bien je vais appeler ça contact. Voilà, la page de contact.html. Je vais également générer la structure minimale de cette page-là. Donc, regardez, je génère la structure minimale. Je vais changer l'attribut langue en FR pour dire que le contenu sera en français. Ici, je vais changer ce titre-là. Je vais mettre contact. Ce titre-là est visible seulement dans l'onglet du navigateur. Donc ici, regardez, je vais mettre un titre H1, contactez-nous. Maintenant, je vais mettre en place un lien dans la page d'accueil, ici index. Lorsque je clique sur ce lien-là, ça va m'amener tout simplement sur la page des contacts. Regardez, la page des contacts, le fichier qui contient le code de la page des contacts, c'est contact.html. Comme contact.html et index se trouvent dans le même dossier HTML5, c'est-à-dire ils se trouvent au même emplacement, ici je vais tout simplement mettre les noms du fichier qui contient le code de la page contact. Donc regardez, ici maintenant j'ai un lien, voilà, qui apparaît par défaut en bleu et souligné. Lorsque je clique sur ce lien là, regardez, lorsque je clique ici, on m'amène sur la page des contacts. C'est ça un lien. Les liens nous permettent de mettre en place une navigation. De la même manière, lorsque je me trouve dans contact, actuellement je suis à l'intérieur de la page contact, je peux mettre en place un lien en étant ici qui va me permettre de faire un retour dans la page d'accueil ou soit dans la page index. Donc ici aussi, je vais mettre le chemin du fichier qui contient le code de la page d'accueil. Ici, je vais mettre accueil. Donc vous voyez, je vais mettre ici accueil. Et regardez, ici maintenant, j'ai un lien également qui me permet de repartir d'où je viens. Ici, si je clique ici, je repars tout simplement dans la page d'accueil de mon site web. Donc, la balise A nous permet de mettre en place ces liens et par conséquence de mettre en place une navigation. Donc, regardez, je clique, je pars au niveau de la page contact et je clique encore pour faire un retour. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Ici, si je crée un dossier, que je nomme page et je déplace les fichiers, voilà, je vais mettre les fichiers contact.html à l'intérieur de ce sous-dossier page. Maintenant, regardez, lorsque je suis dans la page d'accueil, pour accéder au fichier contact, je dois rentrer dans le sous-dossier page. Ce qui fait que ici, la navigation ne va plus marcher. Parce que là, je ne précise pas le chemin ici du fichier contact.html est incorrect par rapport à là où je me trouve, par rapport à là où se trouvent les deux fichiers.
index se trouve directement dans les dossiers HTML5, alors que contact.html se trouve dans un autre sous-dossier appelé page. Donc, si je suis dans index et que je veux retrouver contact, je dois rentrer à l'intérieur du sous-dossier page. Donc, regardez, je ne vais rien changer pour le moment. Si je clique sur contact, on me dit quoi? Cannot get contact.html. Ça veut dire que ce fichier-là est introuvable. Le chemin que j'ai spécifié ici, quand je suis dans index et je donne ce chemin-là, je ne trouve pas les fichiers à cet endroit-là. Donc, si je suis dans index, pour trouver le fichier contact, je dois préciser le nom du sous-dossier, voilà, qui contient les fichiers contact.html. Donc, vous voyez, cette fois-ci maintenant, regardez, lorsque je fais un retour ici et je clique sur contacter nous, ça ne marche pas. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Le nom du dossier c'est, le sous-dossier c'est page contact.html. Contact.html. Donc, je vais rafraîchir la page ici. Voilà. Donc, je clique maintenant. Donc, vous voyez, je viens maintenant dans la page contact. Et maintenant, regardez, de la même manière que ça ne marchait pas lorsque je n'avais pas précisé le bon chemin. Regardez, là, je me trouve à l'intérieur de la page contact. Si je veux retourner dans la page d'accueil, il faut sortir du sous-dossier page. Donc, regardez, je dois sortir du sous-dossier page pour retrouver la page d'accueil. Regardez ici au niveau du code. Là, si je suis à l'intérieur des contacts, parce que contact se trouve dans le sous-dossier page, si je suis dans contact et que je veux revenir dans index, je dois sortir de ce sous-dossier page. Ce qui fait que ici, lorsque je clique, on me dit que la page, voilà, le fichier index est introuvable. Je dois sortir de ces sous-dossiers page là avant de trouver les dossiers index. Donc, regardez ici, je vais rentrer à l'intérieur des contacts et pour faire ces sorties là, je vais faire des points slash. Voilà, des points slash pour dire que je dois sortir de ces sous-dossiers page pour voir les fichiers index. Donc, rafraîchissons la page ici et essayons de repartir. Voyons des points slash. Voilà, j'ai rafraîchi la page et là maintenant, si je clique, je reviens tout simplement dans la page d'accueil. Donc, ce que j'ai voulu vous faire comprendre ici, c'est que en fonction de là où se trouvent les fichiers, le chemin peut changer. Donc, vous avez vu que premièrement, j'ai utilisé tout simplement le nom des fichiers. Mais lorsque j'ai créé le sous-dossier et que je déplace le fichier contact.html à l'intérieur du sous-dossier, le chemin change. Donc, lorsque vous voulez sortir, vous faites des points, slash pour dire que vous sortez une fois. Là, on peut sortir deux fois. Par exemple, si je fais comme ça, là, je sors deux fois. De la même manière qu'on peut sortir plusieurs fois, on peut rentrer plusieurs fois. Par exemple, je peux encore PG. Voilà, je peux encore créer un sous-dossier qui se trouve à l'intérieur du sous-dossier parce que je vais nommer PG et je vais mettre le fichier contact.html là-bas. Donc, vous rentrez plusieurs fois. Ici, on vient de mettre en place des liens, voilà, qui nous permettent de quitter une page spécifique de notre site web à une autre page de notre site web. On peut aussi mettre des liens qui pointent vers des ressources extérieures, vers d'autres sites si on peut le dire. Là, regardez, je vais mettre un lien vers un autre site
Je vais mettre le lien de ce site https://. Voici, je vais mettre mohamedsare.com. Donc, regardez, d.//. Voilà. Donc, ici, je vais tout simplement mettre voir mon portfolio. Voilà. Donc, je mets ces liens-là qui pointent sur mon portfolio. Donc, regardez ici, vous mettez tout simplement les liens du site que vous voulez pointer. Donc, regardez, là, si je clique sur voir mon portfolio, je partirai sur mon portfolio. Donc, vous voyez que les deux éléments là s'affichent sur la même ligne. C'est normal. Si vous ne voulez pas avoir les éléments sur la même ligne, vous pouvez faire comme ça parce que là, actuellement, on ne fait pas le CSS. Le CSS peut nous permettre d'afficher les éléments sur la même ligne, et pas sur la même ligne, d'afficher les éléments correctement sans utiliser les balises BR. Là, je reviens. Voici. Si je clique sur voir mon portfolio, vous allez voir que je pars immédiatement sur le portfolio. Donc, ça, c'est un lien externe, c'est-à-dire je pointe sur un autre site qui n'est pas une page du site que je suis en train de développer. Également, la balise A, donc regardez, ça, ce sont des liens internes pour la navigation. Ça, c'est un lien externe qui pointe sur un autre site. Je vais mettre en place ce qu'on appelle une encre. Une encre, c'est quoi? Souvent, lorsque vous arrivez sur une page web comme ça, vous allez voir que si vous ne scrollez pas vous-même pour descendre en bas, vous ne pouvez pas arriver en bas automatiquement. Si la page a beaucoup plus de contenu, vous allez mettre du temps à scroller pour arriver en bas. On peut mettre en place un bouton ici en haut, de telle sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, ça nous amène à un endroit spécifique. Ça peut être en bas, en haut, au milieu, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle une encre. Et c'est la balise A qui nous permet de mettre en place ces types de comportements. Ici, je vais mettre la balise A. Voilà. J'insère également la balise A. Mais regardez ici, la particularité, c'est que je vais mettre dièse avec un mot que je veux. Je vais mettre ici bas. Voilà. Ces mots-là, les dièses est obligatoire, mais les mots ici, c'est vous choisissez. N'importe quel mot, ça marche. Donc, regardez, je vais faire copier-coller plusieurs fois de ces paragraphes-là en bas de la navigation. Voilà, je vais mettre une balise BR ici pour ne pas avoir des éléments sur la même ligne. BR, c'est BR, je voulais mettre. BR, ok. Voilà. Donc, je vais coller le paragraphe que j'ai copié en haut ici plusieurs fois pour que la page devienne longue. Donc, regardez maintenant. Là, je vais retourner sur le site et je rafraîchis la page. Donc, vous voyez que je dois scroller pour venir en bas. Maintenant, ici, dans notre paragraphe ici, dernier paragraphe, je vais coller tout simplement. Donc, regardez, ici, je vais mettre du texte ici. Je vais mettre ici Mohamed. Voilà. Voilà. Je vais surligner ces mots-là avec la balise marque. Donc, regardez. Voilà. Je mets ici Mohamed. Voilà. Ce nom-là. Regardez ce que j'ai maintenant, Mohamed. Donc, vous voyez, lorsque vous arrivez sur la page immédiatement, vous ne voyez pas le mot Mohamed. Si vous voulez le voir, vous devez scroller
pour arriver en bas. Je vais mettre en place un bouton ici qui me permet de voir ces mots-là instantanément. Pour ce faire, au niveau de ces mots, regardez que je vais le mettre entre, je vais le mettre dans, dans un paragraphe à lui-même. Donc, je l'enlève ici. Voilà, je l'enlève ici. Je vais le mettre à l'intérieur d'un paragraphe, d'un autre paragraphe lui-même. Donc, regardez, je vais le mettre à l'intérieur d'un paragraphe comme ça. Regardez que vous écrivez le nom de la balise en utilisant la majuscule ou le minuscule, ça ne fait rien. Donc, regardez ici. Voilà, voici maintenant ce que j'ai. Voilà. Regardez au niveau de la navigation ici, de la balise A ici. Qu'est-ce que j'ai donné? Je vais mettre ici voir, voilà, voir Mohamed. Voir Mohamed. Voilà. Donc, voilà. Si la personne clique, si l'utilisateur clique sur ça, l'utilisateur doit automatiquement descendre en bas pour voir le mot Mohamed. Maintenant, regardez, ces noms-là, ces mots bas, vous allez donner ces mêmes mots-là comme étant un ID de cet élément Mohamed. Donc, regardez que ce soit à l'intérieur de la balise marque ou de P ici, c'est la même chose parce que c'est le même bloc. Donc, ici, je vais ici donner bas. Voilà, sans les gaz. C'est ça, c'est ces mots-là qui permettent de faire la liaison entre la navigation, les boutons ici, ou soit les liens ici, c'est pas un bouton, les liens ici et les contenus, voilà, qu'on veut pointer. Là, regardez maintenant, lorsque j'arrive sur la page, je vois voir Mohamed. Si je clique automatiquement, on m'amène vers le bas au niveau de ce contenu Mohamed. C'est ça, on appelle une encre. Maintenant, regardez et remarquez quelque chose parce que ici, lorsque je clique ici sur contactez-nous, vous voyez que l'onglet l'onglet ne change pas, c'est juste la page qui change. Donc regardez, c'est juste la page qui change. Donc vous voyez, c'est le même onglet, mais c'est la page qui change. On peut ouvrir, on peut, on peut ouvrir une page dans un autre onglet en utilisant tout simplement ici l'attribut. Regardez, là, je vais ouvrir la page contact dans un autre onglet en utilisant l'attribut target. Voilà, target, et je vais lui donner la valeur blanc. Target, target blanc. Lorsque, si je donne cet attribut-là à la balise A, donc, remarquez, tout ce qui se trouve à l'intérieur des balises en bleu sont des attributs. Les éléments en rouge, si on peut le dire, sont les valeurs des attributs. Donc ici, la balise A, l'attribut href, la valeur ici, qui est ça, l'attribut target et la valeur qui est ici, underscore blanc. Donc une balise peut avoir plusieurs attributs. Donc regardez, cette fois-ci, je vais rafraîchir la page. Lorsque je clique sur contactez-nous, remarquez, vous aurez maintenant un nouvel onglet qui va s'ouvrir avec la page. Donc vous voyez, on a un nouvel onglet qui s'ouvre. Voici l'onglet de la page d'accueil. Voici l'onglet de la page contact. C'est l'attribut target avec la valeur underscore blanc qui nous permet d'avoir ça, d'ouvrir la page dans un autre onglet.
Mais si vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas ouvrir la page dans un autre onglet, vous l'enlevez tout simplement. Et en ce moment, regardez, lorsque vous cliquez sur Contactez-nous, la page, l'onglet ne change pas. C'est juste la page qui change. Donc, retenez également que les encres aussi, c'est une sorte de navigation. Voilà. Parce que là, ça nous a permis de quitter du bas vers le haut. Ce n'est pas seulement du bas vers le haut. On peut quitter du bas vers le haut, du haut vers le bas, du milieu vers le haut, du milieu vers le bas. C'est-à-dire, on peut quitter de n'importe où pour aller à n'importe où. Donc, c'est une sorte de navigation interne aussi. Maintenant que vous savez mettre en place des liens internes, des encres, des liens externes, on va voir les, les médias. On va voir les médias, les balises, images, vidéos et audio. En commençant par la balise IMG qui nous permet d'insérer des images sur notre page web. La balise IMG est une balise auto-fermante, comme je vous le disais. Ce n'est pas une balise IMG. Voilà, regardez, c'est une balise auto-fermante. Une balise auto-fermante. Ici, on a des attributs par défaut. Voilà, des attributs. Cet attribut, vous pouvez l'enlever bien sûr, mais ça a son importance parce que cet attribut-là va vous permettre de donner une petite description de l'image que vous voulez afficher ici. Lorsque l'image ne s'affiche pas, vous allez voir que cette petite description-là va s'afficher à la place. Et également, ça permet, ça facilite euh, voilà. Donc ici, euh, on va préciser le chemin de l'image. Donc regardez, je vais chercher une image que je vais mettre dans le dossier du projet. Je vais chercher une image ici. Voilà. Je copie, par exemple, cette image-là que je vais mettre dans le dossier du projet. Le dossier du projet ici, c'est HTML5. Voilà, voici l'HTML5. Donc, je colle cette image-là ici. Donc, désormais, on a cette image-là. Mais remarquez, l'image ici, à l'extension .jpeg. JPEG, parce que une image peut avoir plusieurs extensions. On a les JPEG, JPG, PNG, WebP, ainsi de suite. C'est les plus utilisés. Donc ici, voici l'image qui est là, h.jpeg. Le nom de l'image c'est h. Ici, vous allez mettre tout simplement le nom de l'image, ou soit le chemin de l'image, parce que c'est pas le nom, c'est le chemin complet de l'image. Mais là, on met simplement le nom parce que je suis dans index. Et l'image et le fichier index se trouvent au même endroit. Sinon, si l'endroit était différent, vous allez voir que on va préciser le nom du sous-dossier qui contient l'image. Donc ici, je vais quand même donner cette description-là, même si ça ne va pas s'afficher. Parce que si l'image s'affiche, cette description-là ne s'affiche pas. Donc regardez, là, on a maintenant une image dans notre page. Donc vous voyez, on a une image dans, dans notre page. Ici, on a aussi d'autres attributs width qui constituent la largeur de l'image que je peux spécifier moi-même. Ici, je donne 500 et la hauteur Hertz que je peux aussi donner. Donc, regardez, on aura une image, voilà, un peu réduite. Donc, vous voyez, je vais mettre ici maintenant
50-80, vous allez voir que l'image sera petite. Donc, vous voyez, ces deux attributs-là permettent de définir tout simplement la largeur et la hauteur de l'image. Maintenant, ne vous inquiétez pas, et le CSS est là pour tout ça. Le CSS est là pour permettre de définir la taille des éléments, la couleur, l'emplacement et autres. Donc, vous n'êtes pas franchement obligé de maîtriser ces attributs-là, mais ce sont des attributs très importants à connaître parce que ça peut vous aider, ça peut vous sauver. Là maintenant, je vais créer un dossier que je vais nommer image et je vais déplacer l'image h.jpg à l'intérieur de ce sous-dossier. Donc vous voyez, là maintenant, h se trouve à l'intérieur du sous-dossier. Si je rafraîchis la page, l'image ne s'affiche pas. Donc vous voyez, l'image ne s'affiche pas. Mais par contre, la description alt s'affiche. L'image ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que le chemin est incorrect. L'image et puis le fichier index dans lequel je me trouve ne sont plus au même endroit. Donc, il faut, quand on est dans index, il faut bien trouver, il faut bien spécifier le chemin de l'image. Ici, l'image se trouve à l'intérieur l'image se trouve à l'intérieur du dossier image point, du dossier image. Voilà. Donc, ici, je vais mettre le dossier image slash h.jpg. Comme ça, vous allez voir que l'image s'affiche de nouveau. Donc, en fonction aussi de est-ce que l'image est en dehors, voilà, de cette partie est en dehors du dossier HTML, vous pouvez également, ça, on est rentré à l'intérieur du dossier, du sous-dossier image, on peut également sortir. C'est exactement comme au niveau des schémas, au niveau de la balise A. Donc, vous savez, à ce stade-là, vous savez comment ajouter, voilà, insérer une image dans votre page HTML. On va également voir la balise vidéo, qui permet d'insérer des vidéos à l'intérieur d'une page web. Donc, regardez ici également, l'attribut SRC prend le chemin de la vidéo. Voilà, ici je vais créer, voilà, je vais créer un nom avec l'extension .mp4. Voilà, l'extension .mp4, ce n'est pas une vidéo, mais quand même je mets ce nom-là. Donc regardez, si je vais spécifier le chemin de l'image, le chemin de la vidéo plutôt, MP4. Voilà. Donc, vous mettez l'extension qui convient. Vous regardez l'extension de la vidéo et vous mettez ici de la même manière que l'image. Si l'image a l'extension .jpeg, vous mettez jpeg. Si c'est webp, vous mettez webp. Donc, vous regardez très bien l'extension avant de mettre ici. De la même manière que la vidéo. Donc, regardez ici, on spécifie le chemin de la vidéo parce que là, actuellement, la vidéo se trouve. Voilà, la vidéo se trouve au même endroit que le fichier index. Donc, j'ai pas besoin de rentrer ou de sortir dans quoi que ce soit. Je mets directement le nom de la vidéo. Lorsque vous faites comme ça, rien ne s'affiche d'abord. Ou soit tout simplement, il n'y a pas grand chose. Regardez, ici, on n'a rien d'abord. On a l'attribut, on a des attributs qui nous permettent d'afficher les éléments de contrôle de la vidéo. Voilà, l'attribut controls. Voilà, donc l'attribut ici controls, voilà, src, voilà, ça c'est src. Voilà, l'attribut controls, regardez, si vous insérez l'attribut controls, la vidéo s'affiche normalement. Maintenant, là, vous voyez, ça veut dire on a maintenant des boutons pour lire la vidéo, le volume réduire ou augmenter le son, ainsi de suite. Donc, l'attribut controls permet d'afficher ces éléments-là. On a également l'attribut autoplay.
qui permet de jouer la vidéo automatiquement une fois la page chargée. Donc autoplay qui permet de jouer la vidéo automatiquement. Regardez ici, ce n'est pas une vidéo réelle, j'ai juste créé un dossier avec l'extension .mp4, sinon ce n'est pas une vidéo réelle, donc vous ne pouvez pas voir la vidéo jouer automatiquement. Mais quand même, vous savez que c'est l'attribut contrôle ce qui permet d'afficher voilà, les différents boutons et autres. Également, l'attribut autoplay pour jouer la vidéo automatiquement. Et ici, l'attribut SRC approuve le chemin de la vidéo tout simplement. Donc, regardez ici. Après ça, on va voir la balise audio qui qui est très similaire à cette balise vidéo qu'on vient de voir. Ici, on va aussi spécifier, voilà, on va spécifier les noms de l'audio ou soit du son avec l'extension qui convient. Ici, je mets MP3. Donc, vous allez voir que rien ne s'affiche également. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est là. Et je mets l'attribut controls. Controls qui va me permettre d'afficher, voilà, ces éléments-là, les éléments de contrôle ici, du son. Et je peux également mettre l'autoplay pour jouer le son automatiquement une fois la page chargée. Il peut y avoir d'autres attributs, bien sûr, mais je suis là vous montrer l'essentiel, c'est qu'il vous faut vraiment, voilà, pour insérer des vidéos, des sons et des images dans votre page web. Là, on vient de finir avec les médias. Jusqu'à ce stade, vous savez insérer des titres dans votre page web en fonction de la grandeur que vous souhaitez. Vous allez choisir H1, HD, ainsi de suite, ou soit H6. Vous pouvez insérer du texte en utilisant la balise P, que ce soit des textes longs ou courts. Voilà, vous pouvez utiliser la balise P pour le mettre. Mettre en place une navigation en utilisant la balise A. Voilà, pour mettre en place une navigation interne, mettre en place des encres ou soit mettre en place tout simplement un lien vers des sites externes. Vous pouvez également insérer une image à l'intérieur de votre site web, une vidéo et un son. Donc, on continue. Cette fois-ci, on va voir les listes. Voilà. Il se peut que vous souhaitez lister des éléments à l'intérieur de votre page web. Il y a une balise qui nous permet de faire ça. Tout ce que vous allez faire ici, ce sont des balises. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous utilisez une balise appropriée pour faire cette chose. Donc, ici, on a plusieurs types de listes, mais nous, on va voir les listes ordonnées et les listes non ordonnées, ou soit tout simplement les listes numérotées et les listes non numérotées. Premièrement, on va voir les listes non numérotées. Là, je mets, voilà, liste non ordonnée. Voilà, non numérotée. Liste non ordonnée. Liste non ordonnée. On utilise, pour mettre en place une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Donc la balise UL. Et maintenant, à l'intérieur de cette balise contiendra tous les éléments de la liste. Donc l'élément 1, par exemple, je vais citer HTML. Alors l'élément 1, je vais mettre HTML. Donc regardez, chaque élément se trouve à l'intérieur d'une balise LI. Donc c'est le premier élément. Deuxièmement, je vais mettre en place LI. Je vais mettre CSS. Je vous ai dit que le nom de la balise soit en majuscule ou minuscule. Ça n'a pas d'importance. Voilà, mais généralement, on l'écrit en minuscule. Voilà. Là, je vais ajouter un autre élément. Je vais mettre JS, le JavaScript. Voilà, ou soit j'écris tout, le JavaScript.
Là, je viens de mettre en place une liste non ordonnée. Regardez le résultat. On a une liste non ordonnée. Ces trois éléments ne sont pas ordonnés. Bon, pour tout simplement dire qu'ils ne sont pas numérotés. Parce que je pourrais numéroter, je mets 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript. Donc ça, c'est les listes non ordonnées. Vous utilisez la balise UL qui englobe tous les éléments de la liste et chaque élément est entre une balise LI. Ici, je vais maintenant faire les listes ordonnées ou soit les listes numérotées, si on peut le dire, les listes numérotées, liste, liste numérotée, voilà, liste numérotée, voilà, numérotée, voilà. Ici, je vais utiliser, pour mettre en place une liste numérotée, on utilise la balise OL, contrairement à UL, on utilise OL ici, et c'est la même façon de faire, chaque élément se trouve à l'intérieur de la balise LI, qui est une balise paire. Donc ici, je vais mettre le deuxième élément. Voilà, je mets ici CSS et je mets le troisième élément ici, JavaScript. Voilà, donc vous voyez, voici le résultat également. On a une liste numérotée. On peut bien sûr mettre ces numéros-là en utilisant des lettres A, B, C, D, ainsi de suite. Mais bon, ici, vous allez voir tout simplement l'essentiel, c'est qu'il vous faut, en tout cas pour développer une page web complète, sans difficulté. Sinon, il y a les listes de définition, mais qui sont très rarement utilisées, donc on ne va pas les voir. Après les listes, on va voir les tableaux. On va voir les tableaux en HTML. Comment mettre en place des tableaux avec l'HTML. Les tableaux servent, voilà, aussi à structurer des données. Vous pouvez vouloir afficher des données sous forme de tableaux. Donc, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. Là, je vais mettre ici les tableaux. Également, ici, on va voir vraiment l'essentiel. Tout d'abord, il faut savoir que si vous voulez mettre en place un tableau en HTML, on utilise la balise table. C'est cette balise-là qui contiendra tout le code de votre tableau. Donc, la balise table, et vous savez, un tableau, on a d'abord les colonnes qui sont là. Donc, je vais mettre en place les colonnes du tableau. Cette balise table, ok, je vais mettre les colonnes du tableau. Ici, je vais mettre nom, prénom, âge, nom, prénom, âge et puis sexe. Voilà. Donc, je vais mettre un tableau mettre en place un tableau qui a ces colonnes-là. Donc, pour mettre en place les colonnes du tableau, on utilise la balise TR. À l'intérieur de cette balise TR, la balise TR, à l'intérieur de cette balise TR, vous allez mettre chaque colonne dans une balise TH. Voilà, TH comme ça. TH, je mets nom. Ça, c'est la première colonne. TH, je mets prénom. La deuxième colonne. TH, je mets nom, prénom, âge. Voilà, je mets âge. TH, je mets sexe. Voilà, sexe, tout simplement. Ou soit, bon, sexe. Ce n'est pas grave, sexe. Voilà, tout simplement. Ici, on a un tableau de 4 colonnes. Donc, regardez, vous allez voir que c'est seulement du texte qui s'affiche. On a quatre colonnes. Mais vous voyez, normalement, vous devrez me dire que où sont les traits, voilà, qui entourent le tableau. Parce que généralement, lorsqu'on veut faire des tableaux, on met en place des traits. Donc, regardez, pour avoir ces traits-là, ici, la balise table a l'attribut border.
pour donner la bordure du tableau. Donc, regardez ici, je donne 2 et automatiquement, les traits qui entourent le tableau apparaissent. Donc ici, si je donne une bordure de 20, vous allez voir que ça sera extrême. Donc c'est ça, on appelle la bordure. La bordure va augmenter. Donc je vais donner ici tout simplement 1. Voilà, 1 et j'aurai comme ça. Ici, j'ai mes 4 colonnes qui sont là. Là, je vais maintenant remplir chaque ligne. Voilà, la toute première personne que je vais enregistrer dans ce tableau, par exemple, Saré, Mohamed, et 10, et je mets sexe, je mets M pour dire masculin. Donc, pour enregistrer les éléments, ça se remplit par ligne. Donc, regardez, c'est par ligne, nom, prénom, âge, sexe. C'est de la gauche vers la droite, ça se remplit par ligne. Donc, je vais encore utiliser la balise TR, mais cette fois-ci, je vais utiliser la balise TD pour remplir la valeur de chaque cellule. La cellule ici, nom, voilà, je vais mettre ici, Saré. Donc, regardez, on a maintenant Saré, cette cellule-là est remplie. Encore TD pour remplir la cellule. Donc, ici, je vais utiliser le minuscule. Voilà, TD pour mettre Mohamed ici. Donc, regardez, on a cette cellule-là aussi qui est également, je vais remplir les autres. L'âge, voilà, l'âge, je mets par exemple 21. Et ici, je mets M. Donc, regardez, je viens de remplir la première ligne de mon tableau. Donc, chaque élément, on l'appelle une cellule. Voilà, donc je viens de remplir la première ligne de mon tableau. Donc, regardez, je vais refaire la même chose pour remplir les autres lignes. Donc, encore une balise TR. À l'intérieur, je mets le nom de la personne, le prénom, l'âge et le sexe. Là, je vais mettre ici en place encore la balise TD. Je mets Sawadogo. Voilà. Et deuxièmement, je mets ici encore une balise TD. Je mets Yasmine. Ensuite, TD, je mets son âge. Je mets 21. Ensuite, TD, je mets le sexe. Je mets TD. Excusez, TD. Je mets ici F. Je mets ici F. Donc, regardez, voilà, on a automatiquement cette ligne-là que je viens de remplir. Donc, je peux, voilà, multiplier ces lignes-là plusieurs fois. Donc, regardez, j'ai multiplié la ligne plusieurs fois pour remplir les tableaux très rapidement. Là, vous voyez, on peut fusionner les cellules en termes de lignes. Par exemple, je peux fusionner la cellule qui contient Saré et la cellule qui contient Mohamed. Ou soit, je peux fusionner Mohamed avec Yasmine. Donc, pour faire cette fusion-là, on utilise des attributs à l'intérieur des différentes balises. Là, premièrement, on va se donner pour objectif de fusionner, voilà, et ici, Sawadogo, l'avant-dernier Sawadogo, et cette cellule Sawadogo, voilà, la cellule Sawadogo ici, et la cellule Yasmine. Donc, vous voyez, on va fusionner ces deux cellules-là pour ne plus avoir des barrières entre eux. Donc, là, je vais me placer ici. Là, je vais me placer ici. Là, je vais d'abord cibler c'est quel élément. Je vais, voilà, Sawa. Voilà, là, pour faire la différence. Voilà, ici, je vais me placer au niveau de l'élément Sawa. Et ici, je vais mettre ici row spin. Row spin. Row spin. Row spin. Ici, si je me place ici, je commence à compter ici. 1. Je veux faire la fusion des deux cellules. Donc, ça, c'est la première cellule.
voici la deuxième cellule. Donc, je vais faire row spin 2. Je fais row spin, je mets 2. Parce que je veux fusionner deux cellules. Je m'arrête au niveau de la deuxième cellule. Ah non, c'est cool spin parce que ça, c'est la fusion sur la colonne. Donc, je vais faire un cool spin au lieu de row spin. Cool spin 2. Voilà, cool spin, je donne 2. Voilà, donc, vous voyez maintenant les cellules. La cellule qui contenait Yasmine, voilà, et la cellule qui contenait Sawa se sont fusionnés. Là maintenant, ça devient une seule cellule. Maintenant, vous voyez, comme je n'ai pas supprimé cet élément-là, il, il provoque un débordement. Parce qu'il pousse les autres éléments devant pour donner la place, voilà, à cette cellule que je viens d'obtenir grâce à la fusion. Donc ici, regardez, chaque cellule, chaque ligne contient 4 colonnes. Chaque ligne contient 4 cellules plutôt. Chaque ligne contient 4 cellules. Alors que cette cellule-là, à elle seule, contient cette cellule-là contient des cellules. Parce que c'est la fusion de deux cellules qu'on a fait pour avoir ça. Donc, lui seul, il est supposé comme étant deux cellules. Donc, il nous reste deux autres cellules. Ce qui fait que, voilà, là, on a 5 parce que là, on a F21 Yasmine. Et ça fait 5, ce qui n'est pas bien. Donc, je vais supprimer tout simplement une cellule, la cellule Yasmine ici. Par exemple, je vais tout simplement l'enlever. Si je l'enlève, vous allez voir que le débordement va disparaître. Parce que Sawa, cette cellule-là, occupe des places. Donc là, le débordement a disparu. Donc, on peut faire la fusion comme ça. Ça, c'est la fusion sur la ligne en utilisant cool spin. On peut également faire la fusion sur la colonne en utilisant row spin. Là, je vais me placer ici. Voilà, cette fois-ci, je vais me placer ici au niveau de ces F là pour fusionner cette cellule avec la cellule qui se trouve tout juste en bas des F. Ou soit, voilà, je vais faire la fusion des 3 cellules, des trois, des 3 premiers F ici. Donc, les F ici, les F ici et les F ici. Donc, pour ce faire, je vais me placer ici. Voilà. Donc, je pars au niveau de la deuxième ligne. La deuxième ligne, ici, c'est quoi? Voilà. C'est ça. Non, c'est ça. La deuxième ligne, les F ici, je vais me placer ici et je mets ici row spin. Donc regardez, là je mets row spin et je vais fusionner 3 cellules. Donc à partir d'ici, je vais fusionner 3 cellules. Donc je vais mettre 3. Row spin 3. Regardez ce que j'obtiens. J'obtiens la fusion de ces 3 cellules-là. Mais il y aura bien sûr un débordement parce que ces F-là a cherché les deux autres-là pour occuper toute la place et à lui seul la place des 3 éléments. Donc, je vais supprimer les deux autres là pour ne pas avoir de débordements. Donc, les deux autres là, je vais les supprimer sur la euh, troisième ligne et la quatrième ligne. Donc, je vais enlever les F de la troisième et de la quatrième ligne. Donc, voici, ça c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, j'enlève les F. Troisième ligne, j'enlève les F. Quatrième ligne, j'enlève les F. Et j'obtiens ces tableaux-là. Donc, vous voyez, pour faire la fusion des cellules, on utilise les attributs cool spin et row spin. En fonction du nombre des cellules que vous voulez fusionner, voilà, ça peut être 3 cellules, vous mettez 3, et 4 cellules, vous mettez 4, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le tableau de façon très simple et très professionnelle. Sinon, vous pouvez avoir d'autres balises qui ne sont pas d'ailleurs importantes ici. Voilà, T-caption, T-head, T-body. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de tout simplement ce que je viens de vous montrer pour mettre en place un tableau professionnel avec des balises HTML. Là maintenant, si vous voulez un tableau plus joli, bien sûr, on verra les CSS plus tard qui vont vous permettre de faire
un design professionnel pour vos différents tableaux. Après les tableaux, on va voir les formulaires. Cette partie est aussi très importante parce que les formulaires permettent de récupérer des données. Tout d'abord, elles permettent à l'utilisateur de saisir des informations qu'il va envoyer plus tard. Voilà, ces données-là seront récupérées pour ensuite être traitées par notre backend. Ici également, pour mettre en place un formulaire, vous allez utiliser la balise form. Donc, pour mettre en place un formulaire, vous utiliserez la balise form. Voilà. Tout le code de votre formulaire va se trouver à l'intérieur de la balise form. Comme les formulaires permettent tout d'abord à l'utilisateur de saisir des informations, l'information que l'utilisateur doit saisir a un type. Le type de l'information ici, ça peut être du texte, ça peut être l'email, ça peut être password, un mot de passe, ça peut être juste un nombre, la date et des choix à faire, à cocher, donc ainsi de suite. Ce qui fait que, voilà, on aura des champs de saisie ou soit des champs à cocher en fonction du type de l'information que vous voulez récupérer de l'utilisateur. Là, on va commencer par la saisie d'une information de type texte, c'est-à-dire par exemple le nom de l'utilisateur. Pour ce faire, vous allez utiliser la balise input qui est une balise auto-fermante qui vous permet voilà, de saisir, de créer un champ de saisie. Là, vous allez ici donner le type texte. Donc input, l'attribut type ici qui précise le type de saisie, c'est-à-dire le type de données que l'utilisateur doit saisir. Ici, je précise texte. Là, regardez, vous avez un champ de saisie, tout simplement, qui s'affiche ici. Vous avez un champ de saisie, je vais mettre des balises BR ici, voilà, plusieurs fois pour avoir de l'espace entre les éléments. Voilà, donc regardez, voici le champ de saisie que je viens d'afficher avec la balise input. Là, ici, je peux saisir du texte, ce que vous comprenez, ou soit des caractères, parce que quand on parle du texte, le texte peut contenir n'importe quel caractère. Là, vous voyez, c'est juste le champ de saisie que je viens d'afficher. Mais l'utilisateur ne sait pas qu'est-ce que je lui demande exactement de saisir. Là, je vais utiliser une autre balise label. Voilà, je peux quand même faire comme ça. Non. Voilà, je mets non, deux points, avant d'écrire le input. Là, l'utilisateur va voir comme ça, il sait que c'est le nom, on demande de saisir. Mais pour être plus professionnel, voilà, on peut utiliser une autre balise tout juste en haut qu'on appelle label. La balise label, label for. Ici, je vais donner nom, c'est-à-dire c'est le label du nom. Voilà, ici, entre la balise label, j'écris là-bas nom, des points. Voilà, et également l'utilisateur verra ça comme ça. Ça ne change rien absolument. Voilà, l'utilisateur sait que c'est le nom, on lui demande de saisir. Donc, label ici, c'est pour indiquer, c'est pour aider l'utilisateur à savoir quel type d'information il doit saisir ici dans les inputs. Là, on vient de mettre en place un champ de saisie des noms. Voilà, un autre pour le prénom. Là, ici, je vais utiliser le minuscule. Voilà, ici également, l'information est de type texte, donc je peux laisser. Voilà, je vais mettre les labels, label for. Ici, je vais mettre label for prénom. Voilà, label for prénom. Et ici, entre les deux balises label, je vais mettre ici prénom. Donc, regardez, là, j'ai deux champs de saisie. Ça, c'est pour le nom, ça, c'est pour le prénom. Pour ne pas avoir les champs de saisie sur la même ligne, je peux mettre une balise de retour à la ligne avant de faire l'autre partie. Voilà. Mais là, ne vous inquiétez pas, le CSS va nous permettre de faire ça sans utiliser des balises BR.
Là, je viens d'avoir des champs de saisie. Voilà, le nom et le nom et le prénom. Je viens d'avoir des champs de saisie, le nom et le prénom que l'utilisateur, voilà, va utiliser pour saisir des informations. Ce n'est pas seulement du texte qu'on peut saisir. Voilà, ce n'est pas seulement le nom, le prénom. On peut avoir besoin, je mets la balise B pour ne pas que les éléments s'affichent sur la même ligne. On peut vouloir l'email de l'utilisateur. Là, je mets un label for email. Ici, je vais mettre email, des points. Ça, c'est juste le titre. Là, maintenant, les inputs. Les inputs, les types, ici, je vais mettre email. Voilà. Les types, je mets ici email. Donc, regardez. Là, on a un autre champ de saisie, email. Mais ici, vous allez penser que, voilà, on peut saisir de n'importe quoi. Mais, regardez, on me dit quoi? Vous voyez ce texte-là, insérer un symbole arrobase. Ça veut dire que je ne peux pas soumettre ce formulaire sans écrire, voilà, une chaîne qui contient au moins le symbole arrobase. Voilà, donc là, comme ça, on ne me dit plus de saisir arrobase parce que comme il y a arrobase, il considère comme si c'était un vrai mail. Également, la balise input a plusieurs attributs. Voilà, il y a l'ID, je mets également non, non. Si je veux mettre email, et il y a l'attribut name, je vais mettre ici et email également. Voilà, vous pouvez tout simplement donner ce que vous avez donné label for. Vous pouvez utiliser ça pour mettre ici. Là, ici, je vais mettre ID, je mets non. Voilà, l'ID for non. L'ID non, je mets name également, je peux donner non. Ces attributs-là sont aussi importants pour les CSS ou soit notre code backend. Mais bon, l'essentiel, c'est d'abord ce qu'on est en train de voir. Comment d'abord créer la structure de la page. Donc, j'ajoute une balise BR. Voilà, une balise BR et on va saisir d'autres types d'informations. Un mot de passe. Voilà, on peut demander à l'utilisateur de saisir son mot de passe. Sûrement, on fait un label for password. Label for passwd. Voilà, là, je vais dire passwd là, ces mots-là. Regardez ici, cette partie, c'est un nom que vous choisissez vous-même. Moi, j'ai mis passwd, donc je vais mettre mot de passe. Mot de passe. Mot de passe, des points. Voilà. Et à la ligne, je fais un input. Ici, le type c'est password. Ça, c'est en anglais. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez ici. Password. Là, vous voyez, l'utilisateur peut saisir son mot de passe. Vous voyez, ça ressemble au champ de saisie classique aux autres, mais vous allez voir lorsque vous commencez à saisir, l'information est cachée par défaut. Voilà. Donc ça, c'est le champ mot de passe. Ici, vous allez voir que ce n'est que des inputs qu'on utilise. C'est les types qui changent. Les types de données à saisir. Et ici, du texte, l'email, les passwords. Voilà. On peut également saisir des nombres. Par exemple, je peux demander choisir un nombre ou soit saisir un nombre. Label for, je vais mettre label for nombre ici. Je mets nombre. Voilà. Et ici, je vais mettre un input de type number. Là, je vais mettre number. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on ne peut pas saisir des caractères ici. J'essaie de taper, ça ne marche pas. Mais je peux quand même saisir des nombres, que ce soit des nombres négatifs ou des nombres positifs. Là, vous voyez, ça marche tout simplement. Soit je peux utiliser ces boutons-là pour faire de l'incrémentation ou soit de la décrémentation. En plus de ce type de saisie, on peut demander à une personne de choisir la date, à un utilisateur de choisir la date. Donc, label for, moi je vais mettre ici label for date, ou soit date en anglais. Label for date, je mets des points. Et ici, je fais un input de type
date. Voilà, input de type date. Regardez ce qui va s'afficher. Vous aurez tout simplement, voilà, ça qui va s'afficher. L'utilisateur peut cliquer pour choisir la date qui lui convient tout simplement. On peut également demander à l'utilisateur d'uploader son CV, par exemple, d'uploader son CV ou soit un fichier, voilà, un file, voilà. Ici, je vais faire un label pour fichier ou un file. Voilà, ici, je vais mettre ton CV, par exemple, des points. Ici, je vais mettre les inputs, input de type, je mets file. Donc, regardez, là, l'utilisateur peut uploader son CV ou soit un fichier. Voilà, donc ici, il peut cliquer ici sur choisir et il aura l'occasion de choisir le fichier tout simplement. Donc, vous voyez, les inputs, l'attribut type des inputs ici peut prendre plusieurs valeurs en fonction du type d'information que vous souhaitez réellement permettre à l'utilisateur de saisir. Voilà, par exemple, on peut avoir un input de type color. Voilà, là je vais faire label for, choisis ta couleur préférée, label for color. Voilà, je vais mettre couleur, choisis ta couleur. Là ici, je vais choisir ta couleur préférée. Mais bon, je vais mettre tout simplement ta couleur. Et ici, je vais mettre un input type. Ici, je vais mettre color. Donc, vous allez voir que l'utilisateur aura le choix de faire le choix de sa couleur. Voilà, ici, il peut faire un mélange RGB, rouge, jaune, rouge, vert et puis bleu. Voilà. Donc, vous voyez, l'utilisateur peut choisir sa couleur préférée. On peut également générer des remplissages. Par exemple, ce que j'appelle remplissage, c'est ça. Voilà, label for. Je peux dire ta progression. Voilà, je vais mettre label for progression, progression. Ici, je mets progression. Ou bien ta progression. Ça dépend de ce que vous voulez écrire comme texte ici pour que l'utilisateur puisse voir. Là, je vais mettre ici un input de type. Je mets range. Voilà, je mets range. Là, regardez, l'utilisateur aura cette chose-là seulement qu'il peut, voilà, mettre à un niveau donné. Là, vous obtiendrez la progression. Il peut être à ce niveau-là, ou soit à ce niveau-là, tout simplement. Donc, le input, l'attribut type de l'input peut avoir plusieurs valeurs. Maintenant, regardez, tout ce qu'on vient de saisir là, l'utilisateur doit pouvoir envoyer après. En ce moment, on peut utiliser toujours inputs, par exemple. Alors, je vais d'abord mettre la balise BR pour ne pas que, voilà, on ait les éléments sur la même ligne. Mais vous n'êtes même pas obligé de le faire parce que normalement, vous allez faire le design de ces codes-là avec du CSS. Mais là, comme on ne fait pas du CSS, c'est pour ça que je mets les BR pour avoir quelque chose de plus présentable. Donc là, je peux utiliser un input encore. C'est le type qui va changer. Maintenant, cette fois-ci, je vais mettre submit et je vais utiliser encore une autre attribut value que je vais mettre ici, envoyer. Et c'est ça que l'utilisateur va voir. Donc, regardez, envoyer. Donc, s'il saisit toutes les informations et il clique sur envoyer, il pourra envoyer tout simplement les différentes informations. Maintenant, pour que l'envoi soit réaliste, voilà, il faut du code backend pour traiter. Voilà, il faut une validation d'abord côté JavaScript qu'on le verra plus tard. Donc, en ce moment, vous aurez l'importance de cet attribut action au niveau de la balise form. Donc ici, on peut également envoyer en utilisant un bouton. Voilà, un bouton
on a oublié de voir les boutons. Voilà, il y a la balise button ici, qui voilà, la balise button que je peux utiliser pour envoyer le formulaire. Voilà, là à l'intérieur ici, je mets type, je mets type submit. Voilà, type submit. Là, c'est la même chose que le bouton envoyer. Voilà, ça permet d'envoyer les informations une fois toutes les informations saisies. Voilà, maintenant regardez, et la, la balise input que j'ai tout de suite utilisé pour faire l'envoi. Ici, j'avais donné le type submit et j'ai mis value envoyer. Value envoyer pour envoyer. Voilà. Je peux également mettre un autre bouton, voilà, qui permet à l'utiliser d'effacer tout ce qu'il a saisi s'il croit que voilà, il a saisi de mauvaises informations et puis reprendre. Là, le type ici, c'est reset pour réinitialiser. Voilà, effacer tout ce que je viens de saisir. Et je suis en train de saisir pour saisir à nouveau. Là, je fais effacer. Voilà, je mets tout simplement effacer. Donc, vous voyez, là, j'ai des boutons maintenant, envoyer et puis effacer. Lorsque je commence à saisir comme ça, je fais mes choix, ainsi de suite. Je peux tout simplement, voilà, il y a une erreur ici. Je n'avais pas fermé la balise. Voilà, là, je recommence. Lorsque je commence à saisir les informations ici, je peux cliquer sur effacer pour effacer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ou soit envoyer pour envoyer. Là, j'ai effacé, j'efface tous les champs. Et ça, c'est envoyer pour envoyer. Maintenant, regardez, et l'attribut inputs a d'autres attributs également très intéressant plutôt. Ici, regardez, et au niveau du nom, je peux donner l'attribut plus holder, voilà, et je mets Sari. C'est comme un exemple, quoi. J'essaie de faire un exemple pour, voilà, exemple, des points, je mets Sari pour montrer à l'utilisateur la manière dont il doit saisir. Regardez, là, c'est un plus holder que j'ai mis comme ça. Donc, vous voyez à l'intérieur du champ de saisie qu'on a xd.sari. Donc, c'est le plus holder là qui montre ça. Voilà, si vous commencez à saisir l'information, ça disparaît. Donc, ça, c'est l'attribut placeholder. Il y a également l'attribut required. Voilà, required qui permet de rendre obligatoire la saisie d'un champ. Parce que là, vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de required, ça veut dire que l'utilisateur peut envoyer le formulaire sans remplir son nom actuellement. Mais j'ai mis required au niveau des noms. Voilà, je peux envoyer le formulaire sans remplir prénom parce que ce n'est pas un champ requis. Mais ici, c'est un champ requis, c'est obligatoire. Donc, si vous mettez l'attribut required, regardez, si j'essaie d'envoyer sans saisir quelque chose au niveau des noms, on me dit veuillez remplir ce champ parce que ce champ-là est requis, c'est un champ obligatoire. On le fait avec l'attribut required. Voilà. Ce n'est pas seulement ce type d'information-là qu'on peut avoir au niveau d'un formulaire. On peut permettre à l'utilisateur de saisir plusieurs textes, soit un paragraphe ou des paragraphes. En ce moment, on utilise les text area, c'est-à-dire, voilà, un text area. Et c'est juste un champ de saisie plus grand. Voilà. Ici, je peux préciser la taille, c'est-à-dire la taille en termes de colonnes et de lignes. Rows, calls, je mets par exemple 16. Donc, regardez. Donc, j'aurai quelque chose de comme ça. Ça, c'est les text area, les champs de saisie. Les champs de saisie. Donc, si vous écrivez du texte entre, parce que c'est une balise pair, voilà. Si vous écrivez du texte ici, ce texte-là, par défaut, sera visible dans les champs de saisie.
Mais on peut bien sûr effacer et puis écrire d'autres choses. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, tu peux écrire ici ton message. Tu peux écrire derrière ici ton message. Ou bien voilà, j'écris ici ton message des.text area. Là, vous allez voir que ça va s'afficher comme ça, ton message des points. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le CSS est là pour nous permettre de faire le design de tout ça, agrandir, diminuer, positionner comme on veut. Donc, le text area permet de saisir du texte sur plusieurs lignes. Voilà. Également, il y a d'autres façons, voilà, de récupérer des informations chez un utilisateur. Voilà. Je peux par exemple demander à l'utilisateur de choisir son pays. Là, en ce moment, je vais utiliser d'autres balises. Par exemple, select, la balise select, je vais mettre select pays. Voilà. Là, les names, je donne pays. Là, il dit, je donne pays. C'est quelque chose que vous choisissez vous-même. Voilà, select. Maintenant, pour choisir, il faut des options. Il faut plusieurs options. Voilà. Donc, option, la balise option. À l'intérieur, ici, je vais mettre Burkina. Ou bien je mets BF. BF et ici, je mets Burkina. Burkina Faso. Donc, ça, c'est une option que je viens de mettre en place ici. Donc, regardez. Et Burkina Faso, c'est la seule option qui existe pour le moment. Voilà. Mais tout juste en haut de ça, je peux mettre du texte, par exemple, un label. Voilà. Un label euh, pour aider l'utilisateur à savoir ce qu'il doit faire ici, à ce stade-là. Donc, je mets là-bas un label. Label for soit tiré pays. Voilà. Ce mot, c'est vous, vous l'écrivez comme vous le souhaitez. Donc, choisis ton pays. Choisis ton pays. Voilà, des points. Et l'utilisateur peut voir la liste des pays et faire le choix. Là, c'est une seule option pour le moment. Je vais ajouter d'autres options. Voilà, là, je vais faire comme ça. Voilà, je vais modifier. Ici, je vais mettre Maroc. Voilà, là, je mets Maroc. Voilà, Maroc. Ici, je vais mettre MR. Je mets ici les Mali. Voilà. J'ai Mali. Ici, je vais mettre MI. Bon, les MI, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes obligé, vous avez le choix d'écrire ce que vous voulez. C'est moi, je mets MI. Ici, je vais mettre les Niger. Voilà, je mets ici Niger, je mets NG. Et ici, je mets, voilà, CD. Bon, Côte d'Ivoire, je vais écrire, bien sûr. Côte d'Ivoire. Ok. Là, ici, je vais mettre CD. Voilà. Là, si vous récupérez BF, vous savez que l'utilisateur a choisi Burkina Faso, ainsi de suite. Là, regardez, l'utilisateur aura ce choix-là. Et là, il aura une liste qu'il peut, voilà, il peut voir et choisir tout simplement son pays. Voilà. L'utilisateur, au lieu d'avoir une liste à sélectionner, il peut avoir une liste à cocher. Voilà, on peut lui dire de choisir, de cocher ses fruits préférés. Voilà, là, je mets un autre label. Voilà, je vais d'abord mettre la balise BR. Là, on est en train de voir les formulaires de façon très complète. Et je vais mettre un label en place. Label for fruits. Voilà, ici, je vais dire choisir. Voilà, je vais mettre tes fruits préférés. Tes fruits préférés. Bon, je vais pas m'attarder sur l'orthographe des mots, hein. On va mettre en place ce qu'on appelle les checkbox. Parce que l'utilisateur ici aura le choix, voilà, de choisir plusieurs fruits. Voilà, il peut aimer les pommes, les oranges, les bananes, ainsi de suite.
Donc ici, et c'est tout, on va utiliser input. Maintenant, cette fois-ci, le type c'est checkbox. Voilà, type checkbox. Et je vais donner ici name. Voilà, attribut name ici, elle est importante. Name, je vais mettre fruit, fruit. Et la valeur, value, je vais tout simplement mettre pomme. Voilà, premièrement. Et l'autre soit l'autre fruit qui existe. Voilà, toujours checkbox. Voilà, bon, c'est la même structure. Comme c'est la même chose, je vais exactement copier. Je vais dupliquer ça. Voilà, là voici. Et ici, rien ne change. C'est value là qui change. L'attribut name ici doit se ressembler entre tous les éléments du checkbox. Donc ici, je vais mettre banane par exemple. Banane, ici je vais mettre orange, orange, et je vais mettre ici quoi? Je ne sais pas, mangue, mangue. Voilà, là regardez, et l'utilisateur également va voir ça. Voilà, vous voyez, bon, je vais faire un retour à la ligne pour, je vais mettre une balise BR pour ne pas que, voilà, on ait une mauvaise présentation de l'information. Donc vous voyez, fruit préféré. L'utilisateur, ça, on voit des cases seulement, on ne voit même pas, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de cocher. Donc on va afficher, voilà, des noms derrière les balises là. Derrière chaque information. Ici, on va mettre pomme. On va mettre pomme derrière ces inputs là. On met ici banane, banane. Là, on écrit banane. On donne la case. Donc, orange, orange. Et ici, j'écris mangue. Voilà. Et j'écris mangue tout simplement. Donc, regardez là maintenant. On sait au moins ce qu'on est en train de cocher. L'utilisateur sait que c'est ici, là, c'est pomme. S'il coche ici, c'est banane, orange, ainsi de suite. En tout cas, le CSS va nous permettre de faire un design et vous verrez que c'est très joli. L'utilisateur saura exactement ce qu'il est en train de cocher. Voilà, ça, on appelle ça des, checkbox. Voilà. C'est-à-dire, on peut choisir plusieurs résultats parce qu'on peut aimer plusieurs fruits en même temps. Mais là, si je demande à l'utilisateur de choisir son sexe, bon, logiquement, on va lui dire, on aura des sexes, soit c'est masculin ou soit c'est féminin. Donc, ce qui fait que on aura d'autres types d'informations, d'autres types de choix qu'on va appeler les boutons radio. Donc, je vais mettre en place également un label et je vais mettre sexe. Voilà. Et je vais dire choisis ton sexe. Euh, bon, je vais mettre tout simplement ton sexe des points. Ici, on va utiliser des inputs également. Ici, on va utiliser des inputs également, mais cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, on va utiliser des boutons radio. On va utiliser des boutons radio. Par exemple, là, je peux copier et je peux copier des éléments ici. Voilà, tout simplement, que je vais venir coller ici. Là, je vais mettre name, là, je vais changer ça, je mets sexe, sexe, voilà, sexe. Et je mets ici également sexe. Voilà. Et ici, je vais mettre value, là, je vais mettre euh, M pour dire masculin, ou bien j'écris tout simplement en intégralité des mots masculins. Ici, je vais mettre voilà, masculin. Là, l'utilisateur voit qu'il sache que voilà, M, c'est masculin. Donc, féminin ici, féminin, féminin. Là, regardez, lorsque, voilà, je vais mettre mes balises BL là, pour avoir une information présentable.
Là, regardez, si voilà, l'utilisateur voit ton sexe. Ah, je vais pas changer les types ici. Ce n'est plus checkbox, c'est radio. Voilà, radio. Le bouton radio. On appelle ça comme ça, bouton radio. Là, voilà, ça change maintenant. Là, regardez, si je coche masculin, je ne peux pas cocher masculin et féminin à la fois. Si je coche masculin et je viens pour cocher féminin, l'autre là se décoche. Pour dire que je dois choisir, je dois choisir. Je ne peux pas, voilà, choisir tous les deux. Je dois choisir un. Donc, voilà, ça constitue les formulaires de façon très, très complète, si je peux le dire, bien sûr. À ce stade-là, vous pouvez mettre en place un formulaire pour récupérer n'importe quel type d'information, tout simplement. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les balises sémantiques. Vous allez voir qu'il y a des balises, voilà, d'autres balises qu'on peut utiliser juste dans l'objectif de bien structurer ou soit de bien organiser notre code. Donc, les balises sémantiques, ça veut dire, lorsqu'on prend une page web, la page web a plusieurs parties. On a d'abord le contenu principal. Le contenu principal, par exemple, regardez, lorsque vous prenez une page web ici, je vais rentrer dans contact parce que cette page-là, je n'ai pas écrit grand chose ici. Lorsque vous prenez la page web ici, ça, ce sont des informations, voilà, qui sont invisibles par l'utilisateur, généralement. Donc, à partir de tout ce qui est en haut, que je viens de cocher là, ce sont des informations qui sont invisibles par l'utilisateur. Maintenant, les informations visibles par l'utilisateur, c'est tout ce qui se trouve dans la balise body, le corps de votre page. Maintenant, à l'intérieur de cette balise body-là, cette balise body-là est organisée aussi en plusieurs parties. D'abord, on a la navigation, voilà, et c'est-à-dire les headers. Il y a une balise. Header, c'est une balise sémantique. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en place une navigation sans utiliser cette balise-là. Mais ça vous permet d'organiser cette partie body-là en plusieurs parties. Donc, il y a la balise header, il y a la balise main pour dire le contenu principal. Et ici, on a aussi la balise footer pour dire les pieds de la page. Donc, regardez, lorsque vous prenez une page web, la page est généralement structurée de cette façon-là. On a la navigation pour quitter d'une page à l'autre. On a le contenu principal, c'est-à-dire le contenu de chaque page et les pieds des pages. Donc, vous allez voir que généralement, la navigation et les pieds des pages sont les mêmes pour toutes les pages de notre site web. Donc, ce qui change le plus, c'est ici le main. Donc, ces balises-là sont utilisées pour écrire du code HTML professionnel, structuré et très bien organisé. Là, je peux commencer à mettre une navigation. Je vais mettre ma navigation ici. Par exemple, à l'intérieur de cette balise-là, vous allez voir qu'il y a une autre balise qu'on appelle nav, qui est aussi une balise sémantique. Voilà, à l'intérieur d'elle maintenant, je peux utiliser par exemple UL pour mettre en place ma liste de navigation. Là, je mets en place une liste de navigation. Chaque élément, dans une liste, chaque élément est entre LI. Voilà. Et pour mettre en place la navigation, là, je vais utiliser, par exemple, regardez, je mets en place une petite navigation. Là, ici, je mets accueil, accueil. Voilà. Je mets en place un autre élément, LI, A, comme ça. Et je mets ici contact.html. Ici, entre la balise A, je mets contact. Voilà. Tout simplement, je peux ajouter d'autres informations, par exemple,
entre contact et accueil, je peux mettre un autre élément LI. Je mets A. Ici, je vais mettre produit. Voilà, si je vends des produits, produit.html. Mais normalement, oui, je dois bien sûr créer ces fichiers-là. Produit, là, je mets produit. Voilà, tout simplement. Ainsi de suite. Donc, je vais mettre en place ma navigation ici. Donc, vous voyez, lorsque je fais comme ça, le code est très bien structuré. Là, je mets à propos. À propos, voilà, pour parler un peu de l'entreprise. Voilà, je vais mettre tout simplement propos.html et ici, je vais mettre, voilà, voilà, propos. Voilà, à propos. Donc, regardez, lorsque je fais comme ça, vous voyez que le code est très bien organisé. Donc, regardez, le code est très bien organisé. Là, je peux faire comme ça. Ça, c'est la navigation. Le contenu principal, c'est ça. C'est-à-dire, en fonction, là, je suis dans la page contact. Là, je vais dire contacter. Voilà, je vais peut-être mettre un titre avec la valeur HD. C'est-à-dire un titre grand, mais ce n'est pas plus grand que, voilà, bon, H1. Je vais ici contacter, voilà, contacter, contactez-nous. Voilà, je mets ce titre-là. Après, je crée un formulaire de contact. Donc, on vient d'avoir les formulaires. Je crée un formulaire de contact ici. Là, regardez. À l'intérieur ici, je veux que l'utilisateur qui nous contacte là puisse donner son nom, prénom, son email et le sujet. Voilà, le sujet, c'est-à-dire pourquoi, la raison pourquoi il me contacte. Là, voilà, vous allez voir que rapidement, je vais mettre plusieurs inputs. Je fais un input de type texte. Voilà, un input de type texte. Voilà, si j'ai pas le temps même, je vais pas mettre des labels. Je mets ici nom, des points, et je mets une balise BR ici. Voilà, également, je mets ici prénom. Voilà, et je mets un input. Prénom des points, je mets ici un input. Voilà, input, je mets le type. Je mets le type à texte également. Voilà, parce que ça, c'est son prénom que je veux. C'est le texte. Voilà, après ça, nom, prénom, je vais lui demander son mail. Voilà, pour pouvoir le contacter. En conséquence, voilà, donc je vais encore mettre un input. Le type, je mets cette fois-ci email. Voilà, je vais mettre ma valise BR et je vais mettre par exemple l'email, le sujet, la raison pour laquelle l'utilisateur, voilà, je vais mettre par exemple sujet, des points, voilà, un input. Le sujet, c'est du texte aussi. Là, je vais mettre le type texte, le type, je vais mettre le type texte, voilà, voici, et je ferme. Voilà, je peux également lui donner l'autorisation d'expliquer son sujet, c'est-à-dire d'expliquer un peu plus. En ce moment, je vais dire description, description. Voilà, description, c'est-à-dire et mieux parler de son sujet. Voilà, en ce moment, je vais utiliser quoi? C'est qu'on a, c'est les balises, la balise text area, comme ça. Et je vais par exemple préciser le nombre de colonnes. Je vais mettre le nombre de colonnes, je vais mettre 6 colonnes. Voilà, et rose, je vais mettre euh, voilà, 20. Bon, ça dépend. Donc, regardez, là, j'ai fini tout ce que je vais récupérer de l'utilisateur qui veut me contacter. Je dois maintenant ajouter un bouton, voilà, pour qu'il puisse me contacter. Je peux utiliser la balise button ou soit un input. Ici, je vais utiliser button. Voilà, type, je vais mettre ici submit. Et ici, je vais dire envoyer. Voilà, je peux écrire ici tout simplement envoyer le message. Envoyer le message. Je clique sur ça pour envoyer les messages. Là, regardez, repartons voir la page.
contact. Voilà, contactez-nous. Si je clique maintenant, regardez, voici ce que j'ai. J'ai nom, prénom, email, sujet, description du sujet et envoyer le message. Ce que vous comprenez. Ça, c'est le contenu réel de la page de contact. Bon, là, j'ai exagéré. Je vais mettre ici 12 et puis 6 ou 5 pour voir. Donc, regardez. Ça change, voilà. Ce que vous comprenez. Donc, la balise, regardez ici. Et la navigation que je viens de mettre en place ici, là. Ça ne veut pas dire que si j'enlève les naves, les balises nav, UL, L, I, là, ça ne va pas marcher. L'essentiel ici même, c'est les A. La balise A. Mais les balises comme header, nav, L et là, c'est une organisation, c'est une hiérarchie bien représentable qu'on peut également utiliser. C'est-à-dire, on peut, quand on va voir les sélecteurs CSS, vous allez voir que lorsque le code est bien structuré, le design devient très simple. Donc ici, même à l'intérieur de cette partie main là, regardez, à l'intérieur de cette partie main que j'ai écrit sans organiser, à l'intérieur de cette partie main, on peut encore le subdiviser en plusieurs parties. Par exemple, là, c'est le formulaire de contact là que je viens de mettre en place. Voilà. Là, c'est le formulaire de contact que je viens de mettre en place. Donc, regardez comment est-ce qu'on peut, par exemple, en plus du formulaire de contact, je peux ajouter d'autres informations. Et mon numéro de téléphone, et mon email, l'email de l'entreprise, le numéro de téléphone et d'autres informations pour que l'utilisateur puisse utiliser pour nous contacter s'il ne veut pas remplir le formulaire. Donc, je peux mettre euh, euh, un paragraphe ici, je mets ici info de contact. Info de contact. Voilà, info de contact. Info de contact. Là, ici, en bas, regardez, je vais mettre des informations de contact. Je peux mettre le téléphone. Voilà, je mets le numéro de téléphone et je mets, puis encore, je mets l'email. Voilà, je mets l'email contact, mohamedsare.com. Voilà, ainsi de suite. Ce que vous comprenez. Maintenant, regardez, le formulaire de contact et puis cette partie-là, info de contact là, je peux les organiser. Je peux créer, utiliser la balise section. Voilà, il y a une balise section qui est aussi une balise sémantique. Voilà, fait comme ça tout simplement. Et je mets cette partie-là dans cette section-là. Voilà, c'est une façon d'organiser les codes. Ce que vous comprenez. Donc, ce sont des balises sémantiques. Il y a la balise aside, aside également, voilà, que vous pouvez utiliser pour l'organisation. À l'intérieur, bien sûr, de la balise main, il y a les balises div que vous pouvez utiliser. Il y a la balise span que vous pouvez utiliser. Toutes ces balises-là sont des balises sémantiques. Mais ça, c'est pour organiser les éléments en termes de section. Ça, c'est le sidebar pour mettre un bloc à gauche ou à droite du contenu principal. Ça, c'est voilà, comme la balise section. Et spam, c'est pour cibler. Voilà. Par exemple, je veux faire un CSS spécifique pour info. Par exemple, je veux mettre tout ça là en rouge, mais je veux que info soit en vert. Alors, je peux rentrer à l'intérieur ici. Je mets spam. Spam. Regardez, je mets ici spam. Et je mets là-bas info. Voilà. Parce que ça va me permettre d'utiliser, je vais utiliser spam pour donner une couleur différente à info et je vais utiliser P pour donner la couleur de tous les éléments, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, spam, c'est généralement pour faire ça. Donc, là, à ce stade-là, vous avez vu la balise header, la balise section, la balise aside, div, spam, voilà. Et la balise
header qui contient toute la navigation. À l'intérieur, on peut avoir la balise nav, voilà. Et on a également la balise footer. Là, ici, c'est le pied de page. Si vous ne savez pas c'est quoi le pied de page, regardez ici. Je vais retourner dans la page contact. Voilà, regardez, lorsque je pars sur mon portfolio, je vais cliquer ici, voir mon portfolio. Je vais vous montrer exactement la structure de la page. Là, regardez, voilà. La partie blanche ici, qui contient les liens accueil, par exemple, MS, ce truc-là, accueil à propos, compétences, jusqu'ici là. C'est ça, on appelle la navigation. C'est ça le header. Maintenant, à partir du contenu principal, c'est-à-dire à partir des bienvenus, je suis technicien réseau, Cisco, ainsi de suite, Django, Laravel, ainsi de suite, jusqu'ici, jusqu'à la limite, cette partie blanche-là. C'est ça le main, le contenu principal. Maintenant, à partir d'ici, c'est-à-dire cette partie grise-là, bleu, bleu foncé ici, là, oh, voilà, tout ça ici, c'est ça le pied de page. C'est ça le pied de page. Donc, c'est ça le footer. C'est ça le footer. Et à partir d'ici jusqu'au bienvenu ici, c'est ça le main. Et c'est ça, la petite partie ici, c'est ça la navigation. Voilà. Donc, vous voyez que je peux maintenant utiliser les balises section pour ça faire ça, un seul bloc, ou soit en plusieurs blocs. Voilà, je peux parler ça comme un seul bloc, les textes là comme deuxième bloc, ainsi de suite. Donc, c'est ça les balises sémantiques. On est à la fin de notre cours complet sur l'HTML. Félicitations à vous. Vous avez, voilà, si vous pratiquez tout ce que je vous ai montré, vous avez les bases solides pour écrire la structure complète de n'importe quelle page web. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, voilà, de partager également la vidéo avec d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans le développement web. Donc, une fois de plus, merci à vous.